Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Négociations entre les 27 sur le plan de relance proposé par la Commission européenne. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par cette déclaration de notre ambassadeur à Washington, également représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Mohamed Ziad Doualé, donc une déclaration qu'il a faite à l'occasion du débat des élections du groupe africain du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le 27 mai dernier. Il s'est d'abord exprimé au nom de la FAMANU pour l'opportunité de souligner les réalisations et les contributions de Djibouti à la paix et à la sécurité internationale. Nous avons suivi avec un vif intérêt le début de notre initiative pionnière visant à améliorer la transparence et la responsabilité. Il n'y a pas de candidat africain approuvé. Les candidats africains sont approuvés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et Djibouti a contesté avec succès cette affirmation lors de la 33e réunion du sommet de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie en février 2020. Et 43 ans plus tard, Djibouti est fière d'affirmer qu'elle a construit une nation cohérente, résiliente et capable, une nation qui s'est positionnée comme un partenaire fiable pour la paix et une force pour le bien dans la région et sur la scène internationale. C'est un pays qui a identifié plusieurs priorités de développement visant à devenir un hub régional commercial, de services et logistique majeur, ainsi qu'un hub numérique. Et les perspectives économiques à moyen terme sont restées positives et le PIB devrait atteindre 7,5% en 2020 avant d'accélérer à 8% en 2021 et 2023. Djibouti est cité comme l'un des pays, a-t-il poursuivi, les plus performants en termes de tests et de traçage des contacts. Ce virus, Covid-19, qui a coûté la vie à tellement de personnes à New York et dans le monde. L'ambassadeur a rendu un vibrant hommage en leur mémoire et il a indiqué que Djibouti a siégé pour la dernière fois au Conseil il y a plus de 2 décennies, entre 1993 et 1994, un moment très crucial pour la paix et la sécurité mondiale. Djibouti, a-t-il rappelé, a convoqué la première conférence nationale somalienne en 1991 pour aider à former un gouvernement, mais le résultat a été torpillé par des acteurs contre la paix, sapant ainsi pendant des décennies les chances de rétablir la paix et la sécurité. Djibouti est également heureux d'accueillir la réunion ministérielle de suivi et de l'initiative Banque mondiale et Banque africaine de développement en janvier 2020 afin d'approfondir la conversation sur la manière de réaliser l'ensemble des projets et programmes prioritaires que les pays ont identifiés avant le forum sur le financement qui se tiendra l'année prochaine. Djibouti continuera, a poursuivi l'ambassadeur Doualé, de soutenir les discussions au Conseil de sécurité pour relever les défis contemporains tels que le changement climatique, la famine, les maladies pandémiques, le crime organisé transnational, la cybercriminalité. Il est essentiel que le Conseil de sécurité continue d'assumer sa responsabilité principale, en particulier de résoudre les crises dans des situations spécifiques à un pays et d'améliorer les opérations de maintien de la paix, ainsi que d'élaborer de nouvelles stratégies pour la génération de forces afin de relever les défis prévisibles du maintien de la paix au XXIe siècle. Djibouti demande enfin humblement, a conclu l'ambassadeur, le soutien des pays à la candidature d'une nation pacifique disposée à coopérer avec les pays du monde entier dans les efforts mondiaux pour revitaliser le multilatéralisme. Nous restons intimidés et humbles devant les exigences d'une telle tâche, mais ces avantages dépassent largement les efforts nécessaires. Djibouti est un partenaire fiable et Djibouti est une force pour le bien. Fin de citation.
Dans l'actualité également, la sensibilisation se poursuit. Le port d'un couvre-visage non médical est fortement recommandé par les autorités de la santé publique pour le transport en commun où on s'attend à une hausse de la fréquentation du réseau à la faveur d'un déconfinement progressif. Dans tous les cas, la distribution des masques se fait depuis plusieurs jours déjà de main à main par des jeunes leaders des quartiers équipés de gel hydroalcoolique, de masques et de gants comme recommandé par les autorités sanitaires du pays. Et sous la houlette du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ces jeunes se pointent d'ailleurs chaque matin à la place Harbi, aux différents arrêts de bus pour pouvoir servir la population venant de tout le coin de la ville. Couplée à la distribution de masques, la sensibilisation est à son comble. La jeunesse sport a mis en place, nous avons mis aujourd'hui la disposition des masques aux chauffeurs de bus pour qu'ils distribuent aux passagers lors de leur transport en commun. Nous remercions les jeunes leaders sportifs pour leur acte de citoyenneté et de patriotisme. Et dans le dossier de cette édition, après la reprise des activités et l'administration des établissements publics le 17 mai dernier, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le respect des gestes barrières, surtout pour les travailleurs en relation avec les usagers. Le respect des gestes barrières dans l'administration publique, c'est un reportage de Abdurrahman Shibashi, Mohamed Chehem et Mohamed Hashin. C'est dans le grand format. Avec les déconfinements, les employés de l'administration publique ont également retrouvé leurs bureaux. Une reprise synonyme aussi des retrouvailles entre collègues venus des différents quartiers de la capitale, qui, pour certains, partagent les bureaux, ce qui par conséquent comporte ces risques quant à la propagation du Covid-19. En outre, avec la fin du ramadan, de plus en plus d'usagers se rendent pour régler leurs documents administratifs, un autre facteur de contamination. Pour faire face à ces risques permanents, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, par circulaire du 20 mai dernier, fixé une stratégie de management pour le personnel afin de réduire ces risques. Les personnes vulnérables et sensibles peuvent avoir des congés spéciaux. On peut aussi appliquer le télétravail. On peut utiliser le télétravail. Il y a aussi la proposition que précise cette circulaire, il y a aussi que chaque direction, chaque ministère peut s'organiser à son niveau pour appliquer la distanciation des personnels et qu'ils peuvent travailler par shift. Pour optimiser cette stratégie et conformément au dispositif du 20 mai 2020, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration organisera bientôt une vaste campagne de sensibilisation au niveau de tous les services. Objectif, faire du respect des gestes barrières un comportement à adopter au quotidien et pendant tous les horaires de travail. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a mis en place une commission chargée de la sensibilisation. Cette commission est chargée de suivre les mesures de barrière telles que le lavage de mains, le port de manches, la distanciation, et ces commissions vont sillonner dans l'administration générale ainsi que les entreprises publiques. Et ils vont suivre aussi si les mesures sanitaires ont été respectées telles que le nettoyage des portes, des téléphones, tout ce qui est de sanitaire. Le respect des gestes barrières, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au niveau de l'administration et des établissements publics, reste la meilleure alternative dans la lutte contre les coronavirus. Employés des bureaux, cadres ou même membres du gouvernement doivent adopter ces comportements dont la finalité est de sauver leur vie et celle des personnes contacts. Déjà, le port du masque fait aujourd'hui partie du quotidien des employés mais aussi des usagers. On a instauré un système de roulement du personnel pour éviter que plusieurs personnes se retrouvent dans un même bureau. Et pour recevoir les gens, que ce soit que ce soit entre nous ou pas, nous devons porter un masque pour nous protéger et également avoir du gel à côté et puis respecter les gestes barrières. Les masques, tout ce qui est mesures de sécurité ont été mises en place. Et heureusement, tous les employés aussi sont tous préventifs et puis voilà, tout le monde se protège, quoi. L'administration, c'est formidable. Là, ça, c'est une bonne idée de faire tel travail comme ça. Travail en roulement, télétravail, mise en congé des personnes vulnérables ou respect strict pour le personnel en fonction, l'objectif reste le même, lutter efficacement contre les Covid-19 à Djibouti.
Et justement, en parlant donc de cette pandémie qui sévit dans le pays suite à l'appel lancé par le président de la République pour contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays, les dons financiers de solidarité affluent toujours au ministère du Budget. C'est ainsi que la société Bahreïn Maritime Mercantile Internationale, la B2MI, basée à l'autorité des ports et des zones franches, a remis un chèque de 5 millions de nos francs à M. Ahmed Hassan Mouyalé, conseiller technique du ministère du Budget en charge de la réception et collecte de dons relatifs au Covid-19. On a essayé aujourd'hui, à travers ce geste symbolique, de contribuer dans cet élan de solidarité. Essayer à travers ce geste aujourd'hui de joindre cet élan de solidarité pour faire face à ce virus aujourd'hui qui nous impacte au quotidien, le Covid-19. Nous sommes fort confiants que Djibouti saura relever le défi et vaincre ce virus, Inch'Allah, dans les brefs délais. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Omar Saïd Ali, né en 1959 à Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 10 petits-enfants. Il était actionnaire à la société Sogic. Il était également le père de notre collègue Souad Moussa du service information. La direction générale et le personnel de la RTD adressent donc leurs sincères condoléances à notre collègue Souad, à sa famille ainsi qu'aux proches du défunt. Et nous prions donc Allah Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, négociations entre les 27 sur le plan de relance proposé par la Commission européenne. La Commission européenne met sur la table un fonds de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Beaucoup de responsables politiques évoquent un plan historique pour l'Union européenne. Pour la première fois, en effet, il est question d'une mutualisation de la dette. L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta salue la proposition, mais le président de l'Institut Jacques Delors, il est aussi important de mettre correctement en œuvre cette stratégie. Le Parlement européen devra lui aussi se prononcer, mais il faudra du temps entre la décision politique et sa réalisation concrète. Objectif, voir ce nouvel instrument entrer en vigueur d'ici le mois de janvier prochain. Le coronavirus poursuit sa propagation dans le monde entier avec plus de 5,9 millions de cas confirmés dans 188 pays. Plus de 350 000 personnes ont perdu la vie et plus de 2,5 millions se rétablissent. Cette série de cartes et de graphiques retrace l'évolution de l'épidémie mondiale du virus depuis son apparition en Chine en décembre de l'année dernière. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas, environ un tiers du total mondial, selon les chiffres rassemblés par l'université Johns Hopkins. Avec plus de 100 000 décès, ils ont également le plus grand nombre de décès au monde. Le Royaume-Uni, l'Italie et la France et l'Espagne sont les pays européens les plus touchés. L'OMS a averti que la pandémie est loin d'être terminée et s'est déclarée particulièrement préoccupée par l'augmentation des cas dans les pays à faible et moyen revenu. Le nombre réel de cas serait beaucoup plus élevé que les chiffres annoncés car beaucoup de ceux qui présentent des symptômes plus légers n'ont pas été testés et comptés. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.